Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Cette semaine, nous rencontrons Dominique, qui a connu les excès en tout genre, l'appel à la conversion, la guérison intérieure et la rédemption. Un de mes premiers souvenirs de petite fille, ça a été de regarder le ciel la nuit et d'essayer de percer le monde de la nuit et des étoiles. J'étais complètement transportée par la profondeur et par l'immensité. Ça, c'était ma première interrogation. Et la deuxième, qui m'avait complètement, absolument émerveillée, c'était de savoir qu'on n'arrêtait pas de penser. J'étais toute petite et je me rendais compte que mon cerveau n'arrêtait pas de tourner, nuit et jour, même dans mon sommeil. Et c'était un vertige pour moi. Et je disais à mes parents, mais quand est-ce que le cerveau arrête de tourner? Ils me regardaient un peu étonnés. C'était une de mes toutes premières questions. Alors, je suis issue d'une famille on disait dans le temps, de petits bourgeois, voilà, des bourgeois traditionnels. On habitait dans ce qu'on appelait à l'époque le bas 17e, c'est-à-dire du côté des Batignolles. C'est le côté populaire du 17e, qui est devenu aujourd'hui un côté super branché. Je suis née jolie petite fille, et ma mère était très fière de moi parce qu'elle pouvait m'habiller comme une petite poupée. Et elle se gênait pas. Donc j'étais très coquette, en fin de compte, très vite très coquette. Mon père travaillait dans la mode. Plus exactement, il était le directeur artistique de Christian Dior. C'est lui qui a créé l'image extérieure et qui a fait la publicité de la maison Dior et son image pendant de très 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 nombreux, toute sa vie. Voilà. Entre autres, il a créé la typographie de Dior, celle qu'on connaît et qui est sur toutes les marques de nos rouges à lèvres et de nos crèmes. J'ai donc passé mon enfance à ses pieds, pour ainsi dire, parce que j'aimais les papiers, les crayons, comme tous les enfants, et les pinceaux. Et la corbeille à papier était pour moi une source de trésor. Et j'ai retrouvé des vieux dessins de mon papa, des propositions de sketch, enfin, il y avait plein de choses. Et en fouillant dedans, je faisais des découpages, je faisais des montages et je me faisais ma vie intérieure. Il y a d'autres enfants qui préfèrent jouer avec des poupées. Moi, c'était avec les papiers. J'aimais ça. Et puis, j'aimais l'odeur en plus de ça. Et je me souviens avoir passé vraiment des heures par terre et que, avec la pâte à modeler qu'il me donnait, je faisais des tas de petits objets, des tas de petits personnages et petites figurines. Entre autres, mes premières figurines ont été une crèche. À la maison, on n'avait pas du tout la foi, on parlait pas de Dieu, bien sûr. Sauf que j'avais en moi cette nécessité d'aller voir plus loin, d'aller poser beaucoup de questions comme tous les gosses, mais surtout d'approfondir ce qui se passait à l'intérieur de moi et de mes émotions, parce que j'étais pleine d'émotions. Puis j'avais une maman qui était assez violente,
même très violente, qui nous battait beaucoup. J'avais un petit frère et je le défendais beaucoup et la vie était, en l'absence de papa, extrêmement rude à la maison. Et les échanges étaient souvent bruyants, voilà, violents. Et c'était pas du tout agréable. J'avais un refuge qui était la lecture. Et la lecture me permettait de m'échapper, et surtout la nuit, parce que la nuit m'appartenait. Et j'ai toujours aimé la nuit. En fin de compte, j'aimais plus la nuit que le jour. Ma vie, elle commençait vraiment à la nuit tombée. Et là, j'étais en présence de moi et d'un monde intérieur qui m'émerveillait. Et j'aimais les romans. Et j'ai passé des années de jeunesse, non pas à étudier, mais à lire des romans. Et ça, c'était un de mes très grands amours, la lecture. Je dénichais tout ce que je pouvais dans tous les coins et toutes sortes de littérature, toutes sortes d'écriture. Tout m'étonnait et me faisait replonger justement dans cette profondeur de mes premières années où je regardais le ciel la nuit. Et ça, vraiment, c'était mon plongeon. En fin de compte, j'ai plongé. Et dans ce plongeon, j'avais un désir infini d'aller de l'autre côté de la Terre et donc de voyager. Et c'est ce que j'ai fait dès que je suis rentrée dans la vie professionnelle. J'ai voulu garder mes sous pour faire un beau voyage. Et je l'ai fait. J'avais mon meilleur ami qui me disait ouais toi Dom, de toute façon tu voyages tu voyages dans ta chambre. Je lui disais parle toujours mon coco, tu verras. Et effectivement, je suis partie avec mon sac à dos et je suis partie à bord d'un très beau navire qui venait juste d'être mis à l'eau et qui s'appelait le France. Le France était un objet absolument inimaginable et en fin de compte assez peu couru par les voyageurs. Curieusement, il y avait autant de personnel à bord que de voyageurs sur le bateau. C'était tout à fait hallucinant. On était 150, j'oublierai jamais. On était 150 et ma destination, c'était New York. Je voulais voir New York. J'ai laissé ma famille. Mon père venait de se faire exploser à Vespa. Il était en miettes et malgré tout, mon cœur m'attirait, je laissais vraiment dans ses douleurs pour rejoindre les États-Unis et New York. Voilà, je me suis retrouvée là, enfin assez démunie quand même, et avec ma grosse valise, accueillie par un amoureux merveilleux. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Et je suis allée taper à la porte des Nations Unies, le UN. Et là, j'ai demandé à travailler avec eux. C'était un petit peu ambitieux parce que mon anglais était très moyen. Et je suis rentrée aux Nations Unies par la grande porte en tant que guide et interprète, curieusement, là-bas. Voilà. Donc, on faisait environ 12 à 15 kilomètres par jour. Nos chaussures, on les changeait une fois tous les 15 jours parce que les semelles étaient usées. Et on faisait visiter les lieux. On expliquait aux visiteurs américains et internationaux ce qu'étaient les Nations Unies, la salle du Security Council et cette merveilleuse transformation de la SDN qui avait pris naissance après la guerre pour devenir ce bâtiment qui, à l'époque, regroupait environ 134 pays qui étaient membres pour protéger le monde. C'était très, très beau et on faisait un boulot très intéressant. J'ai rencontré des filles d'ambassadeurs, j'ai rencontré des tas de gens. Et il y a une chose qui m'étonnait, c'est que sur toutes les fenêtres des Nations Unies, le personnel cultivait de la marijuana. Bah ouais, il y avait des pots de marijuana sur toutes les fenêtres. Et c'est là où j'ai découvert la drogue. Et là, ça a été pour moi un ébahissement, c'est-à-dire que chacun fumait son pétard. Mais à l'époque, c'était réservé quand même à une certaine élite. Et au milieu de tout ça, tout le monde travaillait très très bien. Et un coup de foudre est tombé sur les Nations Unies le jour où on a appris la déclaration de la guerre. Et il y a eu la guerre des 6 jours. Et là, ça a été avec Israël, les bombardements, etc. Et j'étais au cœur de l'action. Les Nations Unies ont été fermées. Et nous, à l'intérieur, on recevait toutes les informations. On était en état de siège intérieur, puisqu'on représentait
En fin de compte, les Nations Unies, c'est une terre neutre. C'est-à-dire que sur le sol américain, c'est une terre qui a été donnée par les Américains, par le gouvernement, aux Nations Unies, et qui n'appartient pas aux Nations Unies, et qui n'appartient pas aux États-Unis, qui appartient qu'aux Nations Unies. Donc, on considérait que ce lieu était un lieu de rencontre neutre, où on pouvait débattre de tous les sujets, dont le principal était la guerre à ce moment-là. Et le Security Council était vraiment le lieu mythique où se passaient tous les débats pour essayer d'améliorer cette situation qui a duré 6 jours. Alors, on peut dire une chose, c'est que j'appartiens vraiment à la génération Peace and Love, celle qui dénonce la fameuse guerre au Vietnam et celle qui préfère faire l'amour plutôt que la guerre. Et je suis vraiment de cette génération-là où on avait au cœur de s'aimer les uns les autres, de se retrouver, de s'apprécier. Et moi, ayant eu ce premier voyage aux États-Unis, j'ai compris qu'on était très solidaires les uns des autres. Je voyais mes amies américaines qui pleuraient leurs frères. Elles voyaient revenir des bouts de chair. C'était soit leur frère qui, au Vietnam, avait été torturé, amputés, décérébrés, qui étaient des espèces de poupées de son et qui étaient sur des chaises roulantes pour les meilleurs, et pour les autres, ils étaient restés au combat. Et quant aux autres, ils étaient perdus dans le fond de la drogue et ils ramenaient vraiment des épaves. Et ça m'a beaucoup frappée. Je faisais partie des soirées new-yorkaises. On sortait beaucoup, on sortait tous les soirs. C'était comme à chaque fois qu'il y a des grands moments d'oppression et de drame, la nécessité de se retrouver et d'oublier pendant quelques heures. Donc on buvait beaucoup, on fumait différentes choses. Il y avait l'arrivée du LSD et puis tout ce mouvement de Woodstock autour de nous qui avait tourné. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris la mort de John Kennedy. Un matin, passant l'aspirateur, journée chaude, j'oublierai jamais, et l'aspiro m'est tombé des mains, et on sentait que c'était un autre monde qui commençait. La ville ne bruissait plus. La ville était dans un silence absolu. On était écrasés, et on est dans un silence absolu. Vraiment, on sentait que la respiration était coupée. Ça a été incroyable. On n'entendait plus les oiseaux, on n'entendait plus les voitures, on n'entendait plus les pompiers, on n'entendait plus les ambulances. Ces fameuses qu'on entend généralement à New York nuit et jour, plus la nuit que le jour en plus. Ça a été vertigineux. On a vu passer les images de la petite Kennedy, de Jackie, à califourchon sur le toit de l'arrière de la voiture, enfin plutôt sur l'arrière de la voiture, essayant de s'échapper à ces coups meurtriers. Après ça, on a vu Lee Oswald se faire assassiner. Pour moi, c'était du direct. C'était très, très violent. Je suis rentrée en France avec une expérience qui me donnait une ouverture sur les autres. Et ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup porté, cette expérience. Ça m'a donné une liberté. Je suis un oiseau de la liberté. Et là, j'ai commencé à travailler. Je suis rentrée dans une maison de couture. On me disait, écoute, Dom, ce qui serait bien, c'est que tu puisses, faire ce que tu aimes. Parce qu'à cette époque-là, on avait le droit de travailler en faisant ce qu'on aimait. Et en fin de compte, c'était la continuation de Peace and Love. Donc, je suis arrivée hippie dans cette maison de couture parisienne qui s'appelle Louis Ferraud, et qui avait son siège en face de l'Élysée. Je suis arrivée, là j'étais pas habillée en hippie, ce qui était ma tenue de tous les jours. J'étais en mini-jupe écossaise, rouge, je me souviens, avec un tout petit bout de t-shirt. Et là, Louis Ferraud m'a fait rentrer qui était le couturier, m'a fait rentrer dans son bureau. Il m'a dit, petite, je cherche des gens pour travailler avec moi. Est-ce que tu le veux? J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Il dit, écoute, petite, montre-moi ta poitrine. Alors, je lui ai montré ma poitrine, puisqu'il était couturier, il était pour moi comme un docteur. Donc, j'ai soulevé mon t-shirt, il m'a regardé, il m'a dit, tu as une grosse poitrine, tu ne seras pas mannequin, tu seras attaché de presse. Ces critères étaient particuliers, et je suis devenue attachée de presse sans savoir ce que ça voulait dire, ni ce que j'allais avoir à faire. Et j'ai dit, d'accord, ça me plaît.
Et là, je suis rentrée dans une bande de gens qui étaient pas du tout pervertis, qui vivaient dans la joie. Ferro arrivait avec sa guitare le soir, il bouffait de l'ail, on trempait des croûtons de pain dans l'huile d'olive et on chantait pendant des heures comme des scouts. On était entourés des plus jolis mannequins de Paris. On s'asseyait sur la moquette, comme autour d'un feu de camp, et on refaisait le monde. Voilà. Il y en avait qui plantaient la moquette, qui sont devenus des très grands hommes d'affaires, dont je tairai leur nom parce que j'aurais pas demandé l'autorisation de les nommer. Mais c'était tout à fait un monde incroyable, improbable, totalement improbable. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris à être le plus possible moi-même. C'était difficile parce que, étant petite bourgeoise, j'étais pleine de complexes. Et ces complexes m'inhibaient. Je doutais de moi, je doutais de ma façon de parler, je doutais de tout, donc j'écoutais. Mais mon cœur s'enflammait d'une liberté intérieure. J'étais comme un oiseau qui marche et qui va s'envoler. C'était formidable. Et les amis autour de moi étaient pareils. Alors, on fumait, c'est vrai. On avait ce qu'on appelait la fumette. On avait des fumettes, on prenait des poppers, mais c'était pas le cœur de notre activité du tout. Hein. On était efficace, on était surtout très joyeux. J'ai un souvenir d'un immense éclat de rire permanent, et ça, c'était incroyable. Et on voyait arriver des nanas, surtout c'était toute la bande des jolis mannequins suédois qui arrivaient. Alors elles arrivaient toutes molles et parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de nerfs. Ce sont des filles assez, enfin à l'époque, lymphatiques, elles étaient assez en détente. Elles étaient très souples. Et Louis Ferro, qui était donc ce couturier peintre et écrivain, un jour nous dit: petite, tu sais, moi, quand je descends dans le midi et que je me mets sur une plage et que je vois ces petites Suédoises qui arrivent, elles arrivent toutes raides. Et alors, je les invite à s'asseoir sur le sable. Et là, le sable chaud vraiment monte en elles quand elles sont assises avec leur joli petit derrière. Et la chaleur monte. Et on sent que tout fond à l'intérieur. Toute la glace de leur cœur fond. Et nous, ça nous mettait en joie et on adorait ça. Et puis, il nous disait aussi, Louis Ferro, tu sais, petite, moi, j'ai pas appris à écrire, j'étais boulanger. Et je savais ni lire ni écrire. Et puis, j'ai fait de la prison avec Yvan Houdoir. C'est des gars que tu connais plus, mais c'était un peu du genre de Pagnol. Et ce sont eux qui m'ont appris en prison à écrire. Et comme on avait des grands vides au mangeait rien, notre cerveau, il partait en accélération. Et c'est là où j'ai appris la vie. Et effectivement, il en est ressorti. J'ai appris plus tard qu'il était juif et qu'il n'avait pas été inquiété, ce boulanger. Et c'est lui, avec sa femme, qui ont créé les premiers vêtements pour Brigitte Bardot. Les petites robes à Vichy, les petites robes à carreaux, roses et blanches, enfin voilà. Donc, j'avais la chance de travailler avec lui, avec son associé. Et j'étais tombée, bien entendu, amoureuse de l'associé, qui était un Italien et qui était aussi plein de vie, effervescent, drôle comme c'est pas possible. Et là, j'ai vécu une vie à double tranchant. Et c'est là où j'ai vraiment appris le quotidien de la vie, parce qu'il était marié, je ne le savais pas. Il avait plein d'enfants, comme tous les Italiens, et j'avais jamais vu sa femme, il n'en avait jamais parlé. Donc, follement amoureuse, eh bien, je me suis laissée prendre dans les filets de mon cœur et de son cœur. Ça n'a pas été facile, mais ces renoncements perpétuels à ne pas pouvoir avoir d'enfants, à être avec lui, m'ont appris beaucoup de choses aussi et m'a appris à me délester. Mais à côté, j'avais la chance d'entrevoir tellement de richesses d'amitié que je pouvais me libérer de cette façon-là. Et puis un jour, sa femme est venue me voir chez Louis Ferro et elle a commencé à s'asseoir. Elle est restée assise à côté de moi toute la journée pendant que je travaillais. J'étais devenue une bonne attachée de presse, je crois, parce qu'on faisait beaucoup de choses, beaucoup de défilés. Ça marchait vachement bien. Et puis, je sentais son chagrin. Et je me suis dit, c'est pas loyal de ma part. Il faut que je quitte cet homme. Comment faire? Donc, je suis repartie aux États-Unis. Et
Et là, j'ai pas pu tenir. Je fais beaucoup de relations publiques pour la marque, etc. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, je rentre. Il n'y a pas de raison, j'ai pas à me sacrifier. Et en rentrant, je suis tombée sur un couple absolument merveilleux qui venait pour habiller un film. Donc j'étais chez Louis Firot et un jour arrive Romain Gary, qui était un ancien diplomate, un grand écrivain, accompagné de son épouse, Jean Seberg, cette jolie américaine que certains ont pu connaître et qui a joué dans beaucoup de films et entre autres avec Belmondo. Il voulait faire un film sur elle, ils étaient divorcés. Et il est tombé, je crois, amoureux de moi, vraiment amoureux de moi. J'étais habillée en moujik et lui était d'origine russe, enfin il se disait russe, mais en réalité il était polonais, juif polonais, mais il se disait russe, c'était mieux pour sa légende. Et quand il m'a vu habillée en moujik, il m'a fait déshabiller, mettre mes vêtements sur jean, et à partir de là, ils ont conçu tout un vestiaire dans cet esprit-là. Et elle était ravissante dedans, c'était très joli. Et ils ont tourné ce film, et notre relation avec Romain a pris des proportions amoureuses qui ne plaisaient pas à mon amant de l'époque, qui était donc l'associé de Louis. Et avec Romain, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup d'intellectuels, beaucoup de peintres en Espagne, à Cadaqués. On a eu une vie vraiment incroyablement intéressante. Très intéressante. Et là aussi, j'absorbais de tous les côtés. Et puis, cette vie, elle était un petit peu décousue. C'est vrai que j'étais toujours dans cette mouvance hippie de peace and love. J'étais un peu marginale par rapport aux autres attachés de presse de la mode, puisque je rencontrais mes amis de Chanel, de chez Dior, qui étaient mes potes, hein, mais qui étaient super bien sapés, etc. Moi, j'étais toujours à la limite un peu borderline, hippie, avec des grands chapeaux, des grands voiles, et quand même assez insoumise en fin de compte. Et puis un jour, en ayant d'en avoir marre d'avoir souffert, une amie me prend par la main et me dit, viens, je vais te présenter un autre couturier qui est charmant et qui va t'aimer et qui va t'apprécier. Et elle m'a présenté André Courrèges, qui m'a dit, petite, tu es exactement ce que je cherche. Tu es exactement la personne que je veux. Tu vas travailler pour moi. Laisse tomber Louis Firot et viens chez moi. Et André Courrèges, ce jour-là, est habillé en rose bonbon, avec des knickers qui s'arrêtaient sous le genou, en petit blouson. Sa femme était à côté de lui, Cocoline. Et Cocoline, elle avait ses petits cheveux courts, elle ressemblait plus à un garçon manqué qu'à une jeune femme créative. Et Cocoline, il l'avait rencontrée chez Balenciaga. Et tous deux m'ont pris sous leur coupe. J'ai quitté Louis Firot avec grand soulagement et je suis rentrée chez Courrèges où tout était ordonné. C'était tout blanc, c'était tout rose et c'était tout turquoise clair. C'était un univers de l'espace. C'était très. On avait l'espace à nos pieds et l'homme avait marché déjà sur la Lune et il était dans cette mouvance. Donc mon esprit s'est éclairci. Mais ma joie de vivre était toujours là. C'était formidable. Et j'ai appris beaucoup de choses là encore avec eux. Et nous avons eu des moments de défilé incroyables avec toutes les filles habillées en cosmonautes. Enfin, c'était hors du temps. On était véritablement, encore une fois, je revenais dans le ciel de mon enfance. Ce ciel, là, au lieu d'être noir, il était lumineux, mais il était sans limite. Et c'était un moment de libération supplémentaire par rapport au lien qui m'avait retenu avec mon amoureux légendaire. Tout ce temps passé chez Courrèges me donnait envie de continuer à vivre, de vivre la nuit. Donc c'était le jour et la nuit. C'est vrai que les hommes sont attirés par les femmes qui ont une certaine joie intérieure, une certaine vie intérieure. Et c'est vrai aussi que moi, j'aime les hommes. Ça fait partie de mes gènes, parce que j'aime l'homme, en fin de compte. En fin de compte, je suis assez rousseauiste à la base. J'aime l'être humain.
je suis attirée par l'autre et par sa façon de penser, par sa façon d'être et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans sa vie à lui. Ayant eu vraiment une enfance vraiment chaotique, très aimée et en même temps très détestée. Ma mère m'adorait et elle me détestait. J'avais passé cette enfance à être battue, mais en même temps à être un peu adulée, et on me laissait faire tout ce que je voulais. C'était très curieux, quoi. C'était le chaud et le froid, c'était la pluie et le sec, c'était le délicieux et l'horreur. Tout était mélangé, c'était toutes les extrémités, et donc toutes les violences et toutes les douceurs. J'étais très respectée par mon père et il était en adoration devant moi, et vraiment il me donnait la main sur tout, pour tout. Il m'encourageait dans ma peinture, il m'encourageait dans mes petites sculptures, et il s'émerveillait de voir que je me débrouillais toute seule dans la vie, je leur demandais rien. J'avais un jour rencontré un mage, et ce mage m'avait dit, en me regardant: oh, mais vous êtes Bayard, vous êtes le chevalier Bayard, vous êtes ça, vous êtes ça, je sais pas quoi, mais enfin sa reproduction, sa transcendance, ou je sais pas, chevalier Bayard. Et moi, ça me plaisait vachement, parce qu'il faut dire aussi que ce jour-là, j'avais été le voir, j'avais des cuissardes qui me montaient jusqu'en haut des hanches, et que toute laquée de vernis noir, j'avais un juste au corps et un long manteau vert, je me souviens, tenu par un pagne à la taille, violet, et que je marchais comme un mousquetaire à travers les rues de Paris, et que quand il m'avait rencontrée, ben voilà, il avait eu cette inspiration, mais en fin de compte, je riais aux éclats de ce qu'il m'avait dit. Mais néanmoins, ce personnage de Bayard qui pourfendait, qui était sur son cheval, il y avait quelque chose de moi, et c'est vrai que je me sens, et encore aujourd'hui, malheureusement, cette espèce de petit cheval au galop, toujours sauvage et impossible à retenir. Et sur mon passage se trouvaient donc de très beaux messieurs, la plupart de l'univers que moi je fréquentais, qui était celui donc de la mode, du luxe, de l'argent, et des boîtes de nuit, des jolies boîtes de nuit. C'était pas, nous allions dans des jolis clubs comme Régine, comme l'Éléphant Blanc, Castel, et on se retrouvait là. Et voilà, il y avait des histoires d'amour qui se nouaient. Et moi, je rencontrais des personnes qui me plaisaient infiniment, et mon élan charnel me faisait tomber dans leurs bras. Et il y avait un sens esthétique à tout ça. Il y avait une complémentarité visuelle, je trouve. Et je devenais une assez experte en matière de séduction. Mais de séduction sans essayer de séduire. Les choses se faisaient en douceur, naturellement, sans le vouloir. On était assis. Et à cette époque-là, j'avais une phrase qui me revenait toujours à l'esprit, qui était un poème de Prévert, et qui disait je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire. Il n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs, et mes yeux trop cernés, et puis après. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, seulement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y peut rien changer. C'était pour moi, c'était structurant. C'était ma façon à moi de m'affirmer dans ce que je ressentais au plus profond de mon corps. Ce que je ne savais pas encore à l'époque, c'était mon âme qui parlait. Et c'est juste un petit aparté, c'est que, en fin de compte, brûlait en moi
le besoin d'être aimé, mais d'un amour divin, d'un amour supérieur, d'un amour qui dépassait mes mots, mon quotidien. J'étais simplement juste habitée. Et depuis aujourd'hui, je pense vraiment à Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, quand à la fin, quand le Seigneur sort du sépulcre et qu'il demande à Marie-Madeleine « Noli me tangere, noli me tangere », eh bien, c'est vraiment cette incroyable... J'entends tellement le Seigneur le dire, et tellement Marie-Madeleine se brider de toutes ses forces, de tout ce cœur et de tout ce corps qui a été son cœur de jeune fille, son cœur et ce corps qui se sont donnés à ces hommes, simplement pour l'amour d'un seul être, je suis sans voix. Noli me tangere. Ne me touche pas. Noli me tangere. Et comment faire pour ne pas toucher l'autre? Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution, mais je vous le dirai plus tard. Et donc, à cette époque-là, je ne savais pas tout ça. Donc, je touchais ce que j'aimais, et ceux que j'aimais me touchaient. Mais pas tous ensemble. Je choisissais, j'étais sélective, et en fin de compte, je ne suis pas honteuse des relations que j'ai pu avoir avec mes amoureux qui étaient pas des personnes de passage, mais qui pour moi, chacun représentait une des qualités qui faisaient que elles sont indispensables à l'homme, à l'être. Voilà. Je recherchais vraiment un idéal. Donc, je reviens à mon expérience chez Courrèges. J'organisais des défilés à l'intérieur de la maison Courrèges. Donc, c'était des petits défilés. Et j'avais invité Romain Gary à un de ces défilés. Il adorait les pépés. Et lui-même était un homme à femme invétéré. Et notre relation ensemble s'était terminée. Et nous étions très amis. Il avait lui-même des relations amicales avec des journalistes, parmi lesquels se trouvait être Françoise More. Françoise More était une très grande rédactrice en chef de Vogue, et elle s'occupait de ce que nous appelions les features. Et les features, ça voulait dire toutes les mondanités parisiennes. Elle s'occupait aussi de tous les événements. Elle s'occupait de tout ce qui dépendait de la beauté. Elle ne s'occupait pas du département mode. Et Romain et elle se trouvent assises à un défilé. Et Romain lui dit, tu sais, s'il y a une fille que tu devrais prendre avec toi chez Vogue, c'est mon ami Dom, Dominique. Donc, on s'est regardé, on s'est aimé tout de suite. Et je suis rentrée chez Vogue, j'ai laissé André Courrèges, tristement quand même, parce que je l'aimais beaucoup. Et puis, j'étais un petit peu plus loin, j'ai marché un peu plus loin, jusqu'à la place du Palais Bourbon, chez Vogue, dans un bâtiment du 18e, qui était truffé de petites cellules, de petits bureaux minuscules, tous entassés les uns sur les autres, avec des escaliers qui montaient et qui descendaient. Et on était tout entassés là-dedans. Absolument un ravissement. Et je suis rentrée pour m'occuper de la publicité et de la beauté chez Vogue, aux côtés de Françoise More. Ça a été une grande rampe de lancement pour moi. Parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui correspondaient à mon esthétique, à mon éthique, à ma joie de vivre aussi, parce que c'était toujours de la joie. Elles étaient toutes jolies. Toutes les filles qui étaient là étaient jolies. Elles étaient coquettes. Elles étaient bien habillées. Elles étaient bonnes. Elles étaient gentilles. Elles avaient un bon esprit. Il n'y avait jamais de lutte de couloir ou de lutte de responsabilité, de prendre la responsabilité de l'une pour l'autre. On était vraiment toutes complémentaires. Et ça, c'était une joie de pouvoir faire ensemble avancer. Et on a marché très très fort. Je suis restée là-bas pendant une dizaine d'années. Et ça n'a toujours été qu'une construction. Et ce journal marchait très très bien. J'y ai rencontré les plus grands photographes. J'y ai rencontré des amoureux. On a fait beaucoup de manifestations ravissantes. On a lancé l'image de marque de Chanel avec les produits de beauté Chanel. Les présidents, moi j'étais responsable donc de rencontrer tous les présidents de société. Je déjeunais avec mon propre président
chez Maxime tous les jours. Nous étions là tous les jours chez Maxime. Le soir, on était chez Laurent, on était à Tour d'Argent, on était dans des soirées, dans des cocktails. C'était vraiment toute la vie parisienne qui était là à nos pieds et qui nous demandait de les aider. Parce que Vogue était vraiment la colonne vertébrale de la mondanité parisienne. Tout passait par Vogue et par ce que moi j'avais fait, qui était l'œil de Vogue. C'est-à-dire l'œil de Vogue, où j'avais commencé à travailler, était 2 ou 3 pages des soirées mondaines qui montraient comment étaient habillées ces dames, etc., qui relataient toutes ces soirées, enfin, inconnues que pouvait vivre chacun de ces personnages hors du commun et généralement qui vivent qu'entre eux. J'ai des souvenirs incroyables de Romy Schneider, assistant à une de ces soirées chez Régine un soir. La pauvre, elle était déjà mal en point, elle était très très alcoolisée et c'était triste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous ces gens, ils venaient à nous pour être photographiés, tous ces mondains parisiens, pour passer, pour être consacrés. Et puis, on voyait en même temps la déchéance de ceux qui suivaient. C'était assez pathétique. J'avais croisé de nombreuses fois avant, dans mes soirées, Johnny Hallyday, qui, lui, à l'époque, n'était pas du tout reconnu comme la grande star qu'il est devenu ensuite, et qui était assez méprisé. Et si vraiment il y avait quelqu'un d'admirable à ses côtés, c'était Régine, celle qu'on appelait la grosse. N'empêche que la grosse en question, qu'est-ce qu'elle a fait du bien à beaucoup de gens. C'était une personne remarquable. C'était une personne de la nuit. C'était une dame aussi qui avait dû vivre et qui aurait certainement beaucoup de choses à raconter, mais elle avait un cœur d'or, elle donnait tout et elle ne vivait que pour ça. Et je pense aujourd'hui avec du recul que toutes ces personnes que j'ai fréquentées à cette époque étaient un vivier pour le Seigneur et que si j'avais rencontré plus tôt, eh ben j'aurais aimé pouvoir diffuser et pouvoir rayonner. Et savoir que ce que je recevais à l'intérieur, il pouvait les imprégner, parce que je crois beaucoup à l'imprégnation du Seigneur. D'ailleurs, quand après avoir communié, je me retrouve dans la rue très souvent, j'ai ce sentiment d'être porteur de l'icône de Dieu et de simplement en marchant qu'il continue à faire son boulot d'amour et de père. Simplement parce que voilà, on est là, Quand j'étais petite fille, il y avait un métier qui était porte-publicité, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes sandwich qui portaient une plaque devant et une plaque derrière et avec un lien sur les épaules. Voilà, on les appelait des hommes sandwich. Ils trimbalaient une publicité devant, une publicité derrière. Et je trouvais ça très très drôle. Pour eux, ça devait être épouvantable, mais c'était assez vivant et puis c'était intriguant. Et ben voilà, moi j'ai l'impression d'être une femme sandwich du Seigneur. Et aujourd'hui, de devant ou de derrière, on dit que les dos parlent. Et c'est pour ça que j'essaye de me tenir droite. Parce que je vais être droite pour le Seigneur, voilà. Bref, et donc c'était pas du tout le cas à ce moment-là. À ce moment-là, c'était plutôt main dans la main avec des amants. Mais la vie continuait chez Vogue élégamment et on avançait nous aussi. Et puis un jour, j'ai décidé de quitter et de connaître autre chose. Et j'ai quitté cet endroit merveilleux en me disant je pars à l'aventure. C'était ça ma liberté. Je me suis retrouvée chez Révillon, qui était une maison de fourrure. Et là, ça a été aussi une expérience incroyable de poils et de chair. Parce que les mannequins j'étais donc toujours attachée de presse, et les mannequins que je rencontrais là mesuraient 1m85, 87, ce qui était aberrant. Parce que la moyenne nationale était plutôt autour d'1m72, 73. Et là, on avait des espèces de grandes personnes, des perchoirs ravissants, et qui portaient des manteaux longs jusqu'aux pieds. Et à l'époque, la mode de la fourrure battait son plein.
Et un jour, on m'a demandé de partir en Russie et pour remplacer un mannequin qui manquait et de partir dans une équipe de journalistes qui allaient faire un reportage là-bas sur place. Je suis partie avec des manteaux. J'étais beaucoup trop long, beaucoup trop grand pour moi, etc. Mais je suis partie là-bas et on a traversé en transsibérien la Russie. On est parti de Moscou. On est allé à Irkoutsk et à Novosibirsk. On s'est arrêté sur le lac Baïkal. Et là, on a fait tout plein de photos sur un lac qui était en train de dégeler. Et je me souviens des craquements de la glace, tandis que le photographe me prenait en photo, enfoui dans des manteaux qui ressemblaient à des gros nounours merveilleux, des créations inimaginables, dans des fourrures que je ne connaissais pas. C'était des couleurs abricots, des mouchetés noirs et blancs. C'était pas du vison, c'était des merveilles d'animaux sauvages qu'on me mettait sur le dos. Et là, on a vu des plaques entières de glace basculer dans le lac et on glissait vers un bain certain. Donc, en relevant nos bas de pantalon, moi mes fourrures, etc. On a essayé de courir jusqu'à la rive. On est arrivé sur la rive à plat ventre, juste à temps avant de plonger dans une mer glacée. En fin de compte, on m'a expliqué plus tard qu'au 19e siècle, quand le train a été construit sur le lac Baïkal, ce lac voyait tous les ans, au moment de la fonte, le dernier train passer et être enfoui dans le lac, car les glaces, en se cassant, emportaient ce train à pleine course vers le fond. Donc c'était vraiment une ambiance incroyable qu'on a pu vivre là-bas aussi, et beaucoup d'émotions. Alors, en revenant de Russie, je vivais seule. J'ai beaucoup vécu seule, même si j'ai eu des périodes familiales, dirais-je, avec l'homme que j'aimais. Mais j'aimais bien cette solitude quand même. Elle me permettait d'effectuer beaucoup de choses. Et puis toutes ces rencontres que je faisais étaient des rencontres tout à fait exceptionnelles. Par exemple, j'ai rencontré Paloma Picasso, qui elle-même commençait sa propre carrière. Elle était la fille du maître de Picasso et elle avait elle-même ses propres talents. C'était une fille vraiment formidable. Elle était naturelle et j'ai côtoyé donc d'immenses talents et ça a vraiment forgé mon caractère. Ça a forgé mon caractère parce que en les regardant vivre, en les regardant être, je me rendais de plus en plus compte que les gens intelligents étaient d'une simplicité admirable. Et c'est vrai que moi, je m'attachais vraiment à cette simplicité, à cette unicité. Et pour moi, c'était un élément de mon devenir, de mon exigence intérieure. Je devenais un peu exigeante en fin de compte. Et je sentais qu'il fallait que je me construise à l'intérieur. Mes amis étaient devenus bouddhistes. Ça me plaisait pas. Le bouddhisme me plaisait pas. J'avais été hippie. J'avais eu comme règle peace and love. Peace and love. C'était magnifique. C'était au démarrage beaucoup d'amour et une grande paix intérieure. Moi, la paix intérieure, j'y aspirais tout le temps puisque ma mère m'avait vraiment bousculée vraiment toute ma vie. Et pourtant, je n'arrivais pas à la trouver. Il me manquait vraiment quelque chose. Je continuais de beaucoup lire, je continuais de beaucoup danser, je continuais de beaucoup... Je buvais pas, moi, je me droguais pas. Je pleurais beaucoup, je riais beaucoup et j'écrivais. Mais j'avais tellement de choses à dire et à vivre que d'écrire, en fin de compte, ça se bousculait au portillon. Et Romain Gary m'avait dit à l'époque, il m'avait dit Dominique, est-ce que tu comprends que tu dois écrire? Vraiment, t'es faite pour ça. Mais ce que t'as à dire, il faut que tu le chie-le sur le papier. C'est en le chiant sur les papiers, en donnant simplement des phrases, sans essayer de faire des montages, en essayant d'être aimable. Mais
mais donne le cru de toi-même. Et c'était un personnage très cru, ça m'avait beaucoup choqué ces paroles-là. Et en même temps, je les comprenais. Voilà, donc ça restait là. Je rencontrais beaucoup de comédiens. Mon amoureux était un comédien, donc son univers autour de lui était fait d'artistes. J'aimais ça. Ça correspondait ce qu'il disait, ce qu'il jouait. J'aimais rentrer dans leur personnage. J'aimais pouvoir donner mon sentiment par rapport à des attitudes sur scène, car j'avais vraiment compris que c'était en étant vrai, que ce soit sur scène ou dans la vie, qu'on pouvait vraiment plonger dans l'autre et créer cette fraternité. Et ça, vraiment, j'avais vraiment ça en moi. Donc, après Révillon, j'ai rejoint Lanvin. Et le président de l'époque était un ami, en fin de compte. C'était un ami très cher. Il m'avait donné libre cours de dynamiser l'image de Lanvin homme. Et alors pour moi, c'est un challenge de folie. J'aimais beaucoup mon métier de communication. Parce que ça me permettait de parler, ça me permettait de parler de rien. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que moi, je gardais au fond de moi tout ce qui était la chaleur de mon âme et de mon cœur, mais je parlais de rien. Donc je peux vous parler pendant des heures de rien. Voilà. Et c'est mon métier. C'est un métier. Et Alexandre m'avait ouvert grand les portes de la maison Lanvin en me disant, voilà, je te donne ce dernier étage sous les toits, c'était Mimi Pinson, et tu en fais ce que tu veux. Quand je suis arrivée dans ces chambres de bonne, j'étais assise avec un tout petit bureau, un tout petit tabouret. Je me suis dit, bon, allora, che facciamo? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et en dessous, au rez-de-chaussée, il y avait la mode homme. Qu'est-ce que c'est que la mode homme? Donc, en y réfléchissant, je me suis dit, moi qui aime tellement les hommes, qui aime les hommes, mais habillés, les hommes beaux, les hommes qui se respectent, les hommes qui aiment à la fois séduire, mais qui aiment être bien. C'est ce que m'avait appris André Courrèges, qu'un homme devait être à l'aise. Comment rendre un homme à l'aise? André Courrèges, lui, il avait fait sauter la cravate, il avait fait sauter les petits costards bien serrés sur le ventre. Il avait, comme été habillé d'ailleurs à cette époque-là, tous mes copains Playboy, qu'on appelait des blousons dorés, puisque on faisait un petit peu partie de la blonde de la Muette, et on avait fait beaucoup de 400 coups avec les voitures décapotables, en roulant dans Paris, en prenant les sens interdits, en étant partout dans les boîtes de nuit, en faisant toutes les bêtises gentilles qu'on pouvait faire à l'époque. C'était le contraste permanent. Et André Courrèges m'avait donné une structure, puisqu'il était architecte, une structure de mettre les choses bien en place au bon endroit. Et ça avait été nécessaire pour moi. Et donc, le coup de la cravate avec, je trouvais que c'était du chichi-pompon. Pourtant, en rentrant chez Lanvin, Alexandre, qui était le patron du département homme, m'avait expliqué la vocation du costume de l'homme, du costume traditionnel. Le fameux smoking qui était d'origine anglaise, qui permettait aux hommes au XIXe siècle d'aller au fumoir en changeant de veste et d'aller fumer dans une veste différente parce que celle-ci était imprimée des odeurs du tabac, et de revenir ensuite retrouver leur belle dans le lieu du bal avec leur costume préalable. Le smoking, non, ça avait toute une histoire. Et puis ensuite, il m'avait expliqué que les boutons sur les manches des vestes de vous, les messieurs, avec les 3 petits boutons, eh bien, c'était un rappel de ce que portaient comme jaquette les docteurs à l'époque, où il faisait froid au XIXe siècle. Ils remontaient leurs manches en gardant leur veste, leur veston, en déboutonnant leurs boutons des manches, en remontant leurs manches, en se lavant les mains dans une cuvette pour effectuer soit des soins, soit un accouchement. Donc ils gardaient leur costume de ville. Et ce sont des traditions qui étaient restées. De même, la boutonnière était faite pour y mettre soit un objet de prestige, soit une fleur. Donc tout ça, j'aimais ces traditions, et on s'est beaucoup appuyé là-dessus avec le styliste de Lanvin pour hommes, à remettre ça en valeur, et aussi d'intéresser les journalistes à ces détails.
Entre autres, on a eu comme très beau client Philippe de Villiers, qui était arrivé avec des chaussettes Burlington, jeune ministre. Je lui disais, mais vous pouvez pas passer à la télévision avec des chaussettes Burlington, monsieur le ministre, c'est impossible. Il faut que vous changiez tout ça. Il vous faut des grands mi-bas qui montent sous le genou, etc. Donc il y a 1000 anecdotes. J'ai rencontré Powells, Delon, Montand, enfin des dizaines de personnages en vue et qui étaient très chargés eux-mêmes de leur propre histoire et que nous pouvions partager ensemble. C'était très intéressant. Et pendant ces années-là, j'ai eu d'autres grands amoureux et des vies parfois un peu plus calmes, moins de patachons. Ma grande souffrance, en fin de compte, au milieu de tout ça, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et là, c'était ce qui me faisait partir toujours plus loin, être un jour plus en avant. Et c'était assez douloureux. C'était assez douloureux parce que ça revenait périodiquement. Et je me plongeais dans la vie d'attachée de presse de cette maison, qui était une vie mais trépidante. Je recevais par an, environ, je faisais 6 défilés par an, et on recevait beaucoup de monde. Et j'ai été de nouveau nommée par Lanvin pour m'occuper du département femmes également au niveau de la communication. Donc je me suis retrouvée avec 8 défilés par an pour hommes, pour femmes, pour les bijoux, etc. Ça n'arrêtait pas. Et on avait parfois jusqu'à 6000 personnes, journalistes et puis acheteurs qui venaient à nos défilés. Et c'était vraiment une grosse responsabilité, d'autant que je me trouvais être aussi responsable de la publicité et des soirées mondaines associées avec le service de presse. Donc on était toute une armada de nanas autour de moi et c'était trépidant. Et puis un jour de trépidation, je suis partie voir des amis qui m'étaient très chers à Fontainebleau. Et là, c'était un temps d'amour et d'arrêt. Parce que j'avais été follement amoureuse de leur fils, une beauté, intelligent, enfin, il avait plein de talents. Malheureusement, il était plus jeune que moi et je savais que ne pouvant pas avoir d'enfant, la construction d'une vie ensemble serait difficile. Et on avait choisi de se séparer. Mais c'était très douloureux parce que j'avais adopté cette famille comme ma propre famille de cœur et ses parents comme mes parents adoptifs. Donc, mon amoureux avait commencé à choisir une autre vie et moi, je continuais d'aller voir ses parents. Et ce dimanche-là, il m'a dit « Assieds-toi ». Ils avaient un très beau jardin à côté de Fontainebleau. Un parc merveilleux, une sérénité, une douceur, une intelligence. L'époux de mon ami, que je considère comme ma maman de cœur, était un immense violoncelliste, un très très grand artiste, mondialement connu. Et c'est lui, mais vraiment en effervescence, qui m'a dit « Assieds-toi là, dans la roseraie. J'ai quelque chose à te faire entendre. » J'avais pas du tout envie d'entendre rien. J'avais envie de parler avec eux, de me faire remplir de leur amour. Et par politesse, je me suis assise en râlant intérieurement. Et là, j'ai entendu ce qui a complètement changé toute ma vie, toute cette vie de mondanité, de superficielle, de errance. Voilà, je pense à ça comme à ces espèces d'oiseaux qui s'envolent d'un endroit à un autre en zigzag sans savoir très bien où ils vont. J'étais un peu ça. Et là, le temps s'est arrêté et j'ai entendu « Je suis le père tardif et j'ai quelque chose à vous dire. » Retrouvez la suite et la fin de cet épisode la semaine prochaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr.
Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.